Nous commençons par le premier focus, développer et gérer les connaissances. Et pour cela, nous allons interpeller Aurélie Dehauque qui va nous présenter la solution portée par IC qui concerne des enjeux de gestion des connaissances sur les problématiques littorales. Aurélie, je vous laisse la parole et je vous laisse brancher votre caméra pour qu'on vous voit bien. Normalement, c'est bon. C'est Merci Fabrice. Voyons vous entendre. Merci Fabrice. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Aurélie Dehauque, je suis la présidente cofondatrice de la société IC. IC, next slide Fabrice, merci. IC qui est petite entreprise bordelaise, spécialisée dans l'usage de la data satellitaire pour le monitoring environnemental et en particulier sur les sujets qui touchent à l'eau, à la biodiversité et aux enjeux du littoral. Donc ici, sous cette première slide, vous avez un petit point de vue, un éclairage finalement sur quelques enjeux emblématiques sur lesquels on intervient au travers de l'usage des données, derrière données satellitaires. Il faut en comprendre imagerie satellitaire. Donc un certain nombre d'entre vous sont peut-être familiers à ce type de données qui aujourd'hui est accessible gratuitement et abondamment depuis 5-6 ans avec le lancement du programme Copernicus et des satellites d'observation de la Terre. Je crois que Hélène Durand d'Alizé en redira un petit mot juste après. Donc, il y a aujourd'hui de la donnée abondante, une ressource abondante finalement qui permet d'observer nos milieux naturels, nos littoraux quasiment à haute fréquence, une fréquence quasi journalière. Et on s'est fait une spécialité chez IC depuis maintenant 7 ans d'existence, mais un background qui remonte un peu plus loin que ça, de développer une offre de services qui répondent aux grands enjeux, nos grands enjeux environnementaux qui nous rassemblent notamment aujourd'hui, de préservation environnementale et d'accompagner finalement nos territoires littoraux et nos milieux naturels au changement climatique. On peut passer à la suivante. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le concept, par exemple, de notre chaîne de traitement qui traite de la donnée satellitaire combinée de manière intelligente avec de l'observation de terrain, des relevés de végétation de terrain, et qui permet de combiner cette information-là par des algos mathématiques de traitement d'images, couplé bibliothèque d'images satellites multitemporelles, observation de terrain, potentiellement vos observations de terrain ou celles de vos partenaires, pour aller vers une cartographie. On peut avancer sur une cartographie typiquement des végétations et des habitats naturels, voilà, comme celle-ci. Ça, c'est un exemple de réalisation assez récente de ces 2 dernières années. Aujourd'hui, avec ce type d'outils, on peut cartographier nos enjeux patrimoniaux sur la biodiversité. On parle de végétation et de flore, pas de faune animale. Cartographier aussi bien à petite échelle locale pour accompagner les acteurs de la biodiversité dans la mise en œuvre de leurs actions de gestion, comme accompagner le rapportage à Natura 2000, par exemple, et à la directive cadre européenne. L'outil satellitaire, il est assez puissant parce qu'il permet à la fois une vision exhaustive des territoires, mais à la fois une vision aussi très très fine à l'échelle pixelaire, à l'échelle finalement, un pixel d'image satellite aujourd'hui, c'est des pixels métriques, de résolution métrique qui ressemblent à des photos aériennes. Et l'apport du spatial est assez fou parce que finalement, il permet cette vision synoptique grande échelle et une vision très très fine des typologies des groupements végétaux qu'on souhaite cartographier et suivre dans le temps pour notamment relier cette dynamique des végétations à la dynamique des agents de forçage ou des pressions qu'ils exercent sur les territoires et les milieux. On peut passer à la suivante. Je voulais aussi en profiter de cette petite scène pour vous présenter quel est l'état finalement d'adoption de l'outil satellitaire pour la cartographie des milieux naturels en France, parce qu'aujourd'hui, IC a un territoire de démonstration et de développement et de déploiement des usages du spatial qui est très franco-français. Mais pour dire qu'aujourd'hui, en 2-3 ans, on a réussi à engager une vingtaine d'acteurs, vraiment des gestionnaires de sites locaux, de sites Natura 2000, de parcs marins, d'aires marines protégées, par exemple, et depuis plus récemment des métropoles, des agglomérations pour les emmener avec eux à une montée en compétence sur l'utilisation de la data satellitaire pour le monitoring environnemental de leurs espaces naturels. Et enfin, la prochaine slide, s'il vous plaît.
Pour dire aussi que dans nos sujets phares, il y a aussi les thématiques des risques littoraux. Chez ICI, on est des océanographes littoralistes et ça fait partie vraiment des premiers sujets, des premiers enjeux sur lesquels s'est positionnée notre équipe il y a maintenant 10, 15 ou 20 ans. Il se trouve qu'il y a eu un appel à projet de l'Agence spatiale européenne, Biodiversity Precursors, qui est sorti en début d'année et sur lequel on s'est positionné avec la volonté vraiment d'être un acteur fort, non pas que sur la scène nationale, mais aussi sur la scène européenne ou internationale, et de mettre à disposition cette boîte à outils satellitaire qui permet à la fois de suivre le fonctionnement et l'évolution de nos espaces naturels sensibles, mais également d'interfacer ça avec des données là aussi issues de sources satellitaires qui permettent notamment un suivi et une qualification des risques littoraux. Et pour la petite histoire, ESA IC est aussi présent sur cette scène européenne. Il se trouve qu'il y a un programme sur le sujet de l'érosion littorale, ESA Coastal Erosion, qui est actuellement en cours et qui se déploie dans plusieurs pays européens. Et donc, notre idée, au travers de cette réponse Space for Coastal Wetlands, c'est bien d'apporter une solution satellitaire et d'œuvrer activement, finalement, à l'hybridation de plusieurs produits satellitaires qui croisent enjeux de biodiversité face aux risques littoraux et au changement climatique. Je crois que j'en ai fini. Oui, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation très précise et très claire. Je voulais revenir vers vous pour savoir quel est le principal handicap pour un développement à destination des pays en développement. Donc, je ne parle pas forcément des pays européens, mais des pays du Sud. Aujourd'hui, est-ce que c'est le manque de données satellitaires? Est-ce que c'est le coût de ce type de méthode? Ou est-ce que c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle demande? Non, je voterai pas pour le dernier point qu'il n'y a pas de réelle demande. C'est vrai que, par exemple, nos agences spatiales, que ce soit en France ou en Europe, l'Agence spatiale européenne, ont des accords de partenariat et de collaboration avec pas mal d'agences de développement et bailleurs de fonds. Je pense à l'Asian Bank, à la World Bank, avec l'Agence française de développement, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, il y a une demande qui est naissante, faut se rendre compte, et vous le savez certainement mieux que moi, le marché de la biodiversité, même dans nos pays développés, c'est un marché qui commence vraiment à se frotter et à adopter cet outil satellitaire. Donc, on est vraiment dans une phase d'émergence et de montée finalement de l'engouement et de l'adoption de cet outil-là depuis 2 ans maintenant. Donc, on est au début de l'histoire de ce que pourrait être demain un accompagnement et un usage de la donnée satellite et des outils satellitaires pour la mise en œuvre, l'amélioration de la connaissance, mais surtout la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, l'accès à la donnée, moi je dirais que le verrou peut-être, et il se situe souvent finalement sur l'accès à la vérité terrain qui permet d'entraîner des méthodes qu'on dit de machine learning, donc de classification, qui, à la croisée entre nos bibliothèques d'images satellites et les relevés de végétation qui peuvent être mises à disposition soit directement par les acteurs gestionnaires de milieux naturels ou du littoral, soit par des prestataires, bien sûr, bureaux d'études qui acquièrent cette connaissance aussi sur le terrain pour leur compte. Il est bien là le verrou, effectivement, pour arriver à des produits, finalement, qui soient bien en phase avec les besoins des métiers thématiques et notamment le niveau qualitatif final attendu sur le potentiel cartographique des végétations. Ouais. Merci beaucoup Aurélie. On reviendra vers vous pour la séance de questions dans quelques minutes. On va passer à Magali Troin de Hydroclimat, à qui je donne la parole et 2 minutes pour présenter la solution qui est portée par cette entreprise Hydroclimat. Magali, à vous la parole. Merci Fabrice. Donc bonjour à tous, donc Magali Troin, donc cofondatrice de Hydroclimat. Donc on peut mettre la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors. Donc le changement climatique affectera tous les domaines économiques à proximité du littoral. On évalue à moins 20% la perte du rendement du secteur touristique littoral en 2040. Donc, il est possible de s'adapter pour réduire les impacts du changement climatique. Donc, cependant, des données précises, robustes à l'échelle locale, notamment une zone côtière, sont nécessaires pour dimensionner les solutions et éviter les erreurs de maladaptation. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, Hydroclimat est une jeune entreprise innovante qui a développé une technologie afin d'apporter plus de certitude et de confiance dans les informations du changement climatique, en vue de permettre aux collectivités, mais aussi aux entreprises, de s'adapter
et d'anticiper les risques à venir. Donc, PopRisk de Hydroclimat repose sur l'agrégation de toutes les données du changement climatique au travers de modèles renforcés par de l'intelligence artificielle afin de produire des indicateurs simples, fiables et robustes de l'exposition d'un site ou d'une zone géographique aux aléas climatiques, notamment submersion marine, inondations, vagues de chaleur, sécheresse. Donc, cette approche innovante permet de garantir la précision et la robustesse de nos produits dans 2 champs d'expertise qui sont l'analyse des risques et les vulnérabilités au changement climatique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voici l'exemple d'un produit risque futur que nous avons élaboré lors du projet RISCO avec Alizé Géomatique, donc Hélène qui en reparlera sûrement tout à l'heure. Donc, qui permet, en fait, nous avons fourni des indicateurs de précipitations extrêmes à l'intérieur du bassin versant du Fréquel, qui permet de déterminer les zones les plus exposées aux risques extrêmes à l'horizon 2050, et donc les zones qui sont le plus susceptibles d'être impactées par le risque d'inondation dans le futur. Donc, ce qui permet de mettre en évidence les zones qui sont à protéger, adaptées en priorité face au changement climatique, et ce qui permet aussi également d'optimiser les coûts d'adaptation. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes une collectivité proche du littoral qui souhaite investir ou redéfinir sa stratégie économique sur un territoire, ou alors une entreprise avec un projet d'aménagement, de développement à proximité des côtes, nous pouvons identifier exactement les zones qui sont le plus susceptibles de souffrir du changement climatique en vue d'une meilleure planification, gestion du risque à long terme. Voilà, merci. Merci beaucoup Magali. Une question qui me vient en tête assez vite. Quels sont le type quel est le profil des entreprises qui peuvent faire appel à vous ou qui font déjà appel à vous pour avoir justement cet appui pour l'amélioration des connaissances et la structuration des données justement pour pouvoir proposer des options par rapport au changement climatique? Alors, à l'heure actuelle, donc, nos principaux clients sont dans le monde des infrastructures routières, construction, notamment Vinci, qui nous sollicitent pour des expertises de risques climatiques sur l'infrastructure en France, en Europe, mais aussi à l'étranger. Leur quête, c'est d'essayer d'implanter leurs autoroutes ou leurs infrastructures sur des endroits qui ne seront pas inondés ou qui ne seront pas érodés, c'est ça? C'est ça, oui, il y a un minimum de risques climatiques dans le futur. Donc là, à l'heure actuelle, nous travaillons principalement avec ce type d'acteurs. Mais là, nous avons été sollicités pour l'AMI Cannes Pays les Reims, notamment pour les solutions climat, adaptation des collectivités qui sont proches du littoral dans la région sud. Merci beaucoup Magali. Nous allons passer au prochain intervenant, à la prochaine intervenante, Hélène Durand, pour la présentation d'une solution portée par Alizé Géomatique. Je vous laisse la parole, Hélène, de manière à développer ça pendant les 2 prochaines minutes. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Donc en littoraliste convaincu, nous sommes vraiment ravis de répondre à cette invitation. Et donc je vais vous présenter la plateforme Inoé Lito, une solution d'intelligence territoriale qui va compléter les propos de Magali. Donc le concept qui est déjà décliné sur des territoires, c'est un web service qui va répondre à 2 enjeux. Le comment, déjà anticiper les aléas du changement climatique et les futurs risques par une intégration de l'ensemble des modélisations existantes, qu'elles soient liées aux risques, je dirais, aval, côtier, bien sûr, mais prenant en compte le rétro-littoral. On n'est pas uniquement dans une stratégie de recomposition du linéaire côtier, mais bien rétro-littoral, où
enfin, sur ces bases-là, développer le littoral résilient de demain, prenant en compte un triptyque particulièrement compliqué et exigeant, à savoir densification et sobriété foncière sur nos espaces littoraux qui font partie partout dans le monde de ceux les plus sujets à une pression importante, nature en ville, renaturation et préservation bien sûr des habitats associés, et puis le chemin de l'eau, hein, puisque l'eau sera bien sûr l'enjeu majeur des années à venir. Donc tout ça donc participe du service qui est rendu et est appréhendé à travers des volets. Donc next slide. Donc, pour ce faire, des connaissances qui ont déjà été évoquées par Mme De Hoek, nous sommes spécialistes de la production de bases de données de connaissances qu'on appelle des modes d'occupation du sol, à savoir que nous sommes le premier producteur de ces données dans le sud de la France, des données qui sont très détaillées, qui vont jusqu'à l'échelle parcellaire, que vous verrez peut-être ou pas selon le slide, et qui donc permettent vraiment d'appréhender les enjeux, les aléas, l'exposition bien sûr des biens et des personnes, mais également les contraintes et les opportunités en termes d'habitat naturel, next slide, qui vont l'enchaînement. Donc, selon des méthodes et une reproductibilité qui est assurée par des méthodes qui n'empiètent pas sur la qualité, c'est important. Les méthodes deep learning, nous les intégrons, nous les avons déjà utilisées, mais dans le respect de la qualité de ces données, vous voyez ici des espaces de zones humides qui ont été présentés au préalable et la nomenclature détaillée qui va permettre de prendre en compte les sens-cuire, les joncherets, les espaces d'infrastructures écologiques voisins, tous les éléments qu'on souhaite pouvoir préserver. Next slide. Donc, prendre en compte l'habitat, les formes urbaines que vous voyez. Next slide. Mais également les dynamiques. Donc, ces méthodes vont être reproduites, comme je vous le disais, pour avoir ce qu'on appelle un tableau diachronique, donc qui prend en compte l'évolution passée, mais qui permet de meilleures projections à l'avenir, bien sûr, sur les espaces littoraux et rétro-littoraux. Next slide. Donc, le tout va pouvoir alimenter des web services que je vous évoquais. D'un côté, à gauche, en amont, on a les aléas donc côtiers et hydrologiques, donc qui correspondent aux deux grands aléas qui font l'objet de catastrophes naturelles de plus en plus importantes, notamment dans le sud de la France, mais pas que. La Normandie est également largement concernée. Deuxième risque, ruissellement en France, pour alimenter les tableaux de bord. Donc, ces tableaux de bord, ils sont simples, j'insiste, accessibles. Ils permettent aussi une co-construction qui n'a pas été illustrée, mais les élus sont en général ravis de participer soit à la consolidation de la donnée, soit à l'éclairage sur les indicateurs qui sont proposés. Ce sont des indicateurs bien sûr réguliers, reproductibles, en mettant à profit les différentes imageries évoquées, et puis selon des méthodes évolutives, transparentes, mais expertes. Donc, le tout aboutit à un service cartographique et statistique complété d'un module d'analyse coût-bénéfice pour ouvrir sur des préconisations en termes de solutions. Donc, vous voyez apparaître les indicateurs qui sont proposés. On est sur ici la frange littorale occitane, pour certains qui l'auront reconnu, qui fait partie de celles qui sont les plus exposées sous le double joug justement de l'enjeu hydrologique amont du bassin versant et également rétro-littoral. Donc, en conclusion, avec une dernière slide sur l'évolution de la pression urbaine. Donc, en conclusion, c'est un outil qui s'ancre dans une réalité et un exercice qu'on mène depuis 25 ans au contact des collectivités et de nombreux acteurs du territoire et qui permet, on l'espère, une recomposition spatiale éclairée de nos franges côtières méditerranéennes pour nourrir des portraits de façade et surtout co-construire le littoral résilient de demain. Voilà, à votre écoute. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair. J'espère que nos deux interprètes ne se sont pas suicidés parce que vous avez un rythme extrêmement élevé et tant mieux, pour nous c'est très clair. Mais je crois Pauline et Ildico que se battre sans doute pour essayer de tenir les timings. Merci à elle. Une petite question, le système que vous proposez, c'est plutôt un système par abonnement à destination d'institutions dans lequel vous tenez à jour des tableaux de bord, vous faites un suivi avec eux ou c'est plutôt du… Alors, c'est vraiment une très très bonne question et je suis ravie qu'elle soit posée. Les modèles SaaS sont des modèles intéressants qu'on peut proposer, mais sur lesquels on ne souhaite pas avoir justement ce type de business model uniquement. Pourquoi? Parce que notre credo, c'est le credo d'Alizé, c'est de faire de la formation, de l'accompagnement. On en a fait sur tout le bassin méditerranéen. Je tiens à saluer éventuellement les personnes de Tunisie ou d'Égypte quand on a eu la chance d'intégrer, d'associer dans des processus de formation et des projets européens. Donc, je pense qu'on a besoin d'un éclairage, d'une transparence
qui passe aussi par la réappropriation en fonction des équipes mobilisables de nos commanditaires. Voilà, on travaille actuellement avec la région Normandie, avec plusieurs régions en France. Ils sont dotés de géomaticiens, ils souhaitent mettre les mains dans le cambouis, auquel cas, bien sûr, l'offre de formation, d'accompagnement et également d'installation des solutions qui sont toutes libres sur leur propre architecture est tout à fait envisageable et même bien volontiers. Le transfert est notre credo. Merci beaucoup, Hélène. On reviendra vers vous avec d'autres questions à la fin du focus numéro 2. Nous allons passer maintenant au prochain intervenant. Nous allons retrouver Olivier Brivois pour la et Olivier, je vous laisse la parole et connecter votre micro et votre caméra pour nous présenter la solution portée par le BRGM. Merci beaucoup Fabrice, merci de m'avoir invité. Transparence suivante s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Olivier Brivois, je suis chef de projet au BRGM et je vais vous présenter une partie des activités que nous menons sur les risques côtiers et le changement climatique. Transparence suivante s'il vous plaît. Donc, le BRGM et le Service géologique national, donc nos activités se concentrent bien sûr en grande partie sur cette activité, sur la géologie, que ce soit les eaux souterraines ou d'autres domaines, mais nous nous occupons aussi des risques et des aménagements du territoire. Transparence suivante, s'il vous plaît. Et donc, en fait, cette activité représente sur toute la France environ une soixantaine de personnes donc, qui travaillent spécifiquement sur le littoral. Et nous sommes le central État-Orléans, mais il y a un BRGM, une direction régionale dans toutes les régions françaises, métropoles et DOM. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, pour s'adapter au changement climatique, on sait que le changement climatique, notamment via l'élévation au niveau de la mer, va accroître en fait les aléas, donc recul du trait de côte et submersion marine. Donc, si on veut s'adapter à ce changement, je pense qu'il faut d'abord connaître les risques actuels sur son territoire pour ensuite s'adapter aux risques futurs. Donc nous, on va travailler surtout sur ces deux types d'aléas, donc l'aléa recul du trait de côte, donc on participe beaucoup à l'observation, à la mesure de l'évolution du trait de côte, à la fois passé et actuel. Le but, via différentes échelles, que ce soit via la participation à des observatoires du trait de côte, à des échelles régionales, ou pour des suivis plus ponctuels, soit événementiels suite à des tempêtes, des mouvements de terrain, des suivis sur des emprises un peu plus importantes, morphologiques ou géophysiques, qui permettent de suivre, par exemple, l'évolution d'une dune. On peut aussi s'intéresser à suivre l'impact d'un ouvrage sur une plage, voire mettre en place des suivis continus par caméra là, qui permettent donc de tenir des images régulièrement et d'avoir une information continue. Donc, via ces suivis, le but, c'est vraiment d'observer, de comprendre l'évolution actuelle du trait de côte pour pouvoir prévoir son évolution et définir des stratégies locales de gestion. Donc, on peut parler de deux approches un peu différentes. On peut, une fois qu'on connaît l'évolution actuelle, projeter un petit peu cette position des traits de côte dans le futur pour identifier les zones à risque et les enjeux. Et on a aussi différents types de modélisation, différents types de modèles, soit événementiels à très court terme, soit sur le plus long terme. Transparence suivante, s'il vous plaît. Et donc, le deuxième aléa qu'on étudie, bien sûr, la submersion marine. Donc là, on travaille beaucoup la caractérisation de l'aléa, que ce soit d'abord par une approche historique, voir quels événements ont connu le territoire, avec quels dommages. On travaille aussi sur des statistiques d'extrême, donc qui permettent de connaître la période de retour de différents niveaux marins, de différents événements. Et on travaille beaucoup en modélisation via différents codes numériques, notamment des modélisations d'événements extrêmes de type PPR, donc plan de prévention des risques. Donc, ces modélisations permettent, vous avez un petit exemple en bas à droite, de vraiment cartographier l'aléa, éventuellement les dommages. Et donc, via ces modélisations, via ces différents outils, on arrive en fait à évaluer les enjeux, évaluer les risques. Et donc, ça peut permettre, dans une stratégie d'adaptation et de gestion, on peut déjà essayer d'atténuer les impacts, essayer de limiter la submersion, par exemple. Et si ces risques sont vraiment avérés, on travaille aussi sur de la prévision et des systèmes d'alerte. Et on peut aider à mettre en place des exercices de gestion de crise. Et je rajouterai un petit point sur ces outils de modélisation. En fait, ils sont aussi très utiles pour mettre en place la gestion souple. On travaille notamment avec le Conservatoire du littoral dans le cadre du projet Adapto sur 10 exemples de gestion souple. Et en fait, ces outils de modélisation, par exemple, peuvent permettre de modéliser différents aménagements, différents types de dépoldarisation, différentes positions de digues. Et avec ces outils, on peut trouver la configuration qui sera la moins néfaste ou qui
qui permettra de diminuer en tout cas l'aléa sur massue marine ou les risques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Là aussi, c'était très clair. Merci beaucoup. Une question, est-ce que le BRGM, c'est avant tout un producteur de données ou c'est un manipulateur de données? Les deux, comme on participe beaucoup aux observatoires régionaux et qu'on fait des suivis, on va évidemment mettre à disposition cette donnée, mais on la produit nous-mêmes. On utilise aussi énormément de données, que ce soit du MNT pour faire de la modélisation. On a besoin de nombreuses données qui sont produites par le CHOM, par l'IGN, par le CRMA pour les conditions au large, par exemple, de vagues ou de choses comme ça. Donc, en fait, à la fois, on en produit, en particulier sur la géologie, mais on en utilise aussi beaucoup. Merci beaucoup.